Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode du balado La santé au-delà des mots, dans le cadre d'une série spéciale sur l'aide médicale à mourir. Au cours des épisodes précédents, nous avons reçu des spécialistes du domaine. Aujourd'hui, je reçois une personne qui a accompagné son père dans le processus. J'ai donc bien hâte de m'entretenir aujourd'hui avec M. Roch Viault. Roch, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter à l'exercice. Donc, on est à Québec aujourd'hui. Tu es en route pour Montréal. Oui. Tu as pris une petite pause de 45 minutes, 1 heure pour venir parler avec moi. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Avant de se lancer dans le vif du sujet, tu es dans le domaine médical depuis un fort moment, d'après ce que je comprends. Oui, ça fait au-dessus de 30 ans que je suis représentant médical pour une compagnie en orthopédie, Johnson & Johnson. Puis ça fait... j'étais initialement ingénieur. Et puis, justement, mon père, qu'on va parler aujourd'hui, c'est lui qui avait parti la ligne ou la distribution au Québec de ces produits-là. Puis moi, j'ai commencé à travailler pour lui à un moment donné. Puis, OK. J'ai pris sa relève. Je pensais faire ça 1 an ou 2, puis là, ça fait 31 ans que je fais ça. OK, donc tu as commencé ça au sortir de l'université, à toute fin pratique? Oui, c'est ça. Au début, je m'en allais contracteur industriel. Fait que je faisais j'ai commencé avec des rénovations immobilières résidentielles. Et puis, ça allait bien. Puis là, en 90, il y a eu un crash immobilier. Fait que c'est tombé mort. Fait que mon père a dit, vu que ton immobilier s'est ralenti, viens m'aider pendant un bout de temps, puis mec, ça reprenne, tu retourneras. Puis ton père, lui, était dans le médical aussi, là, oui. De carrière également? Lui, il était vendeur toute sa vie médicale. Là. Dans le même domaine dans lequel tu es dans le moment, là, en orthopédie? Non, lui, il a fait un peu de tout, lui. OK. Il a travaillé en pharmaceutique, et puis il y a des bonnes histoires de ce côté-là, justement. Ah oui? Il a été... il travaillait dans une pharmacie les fins de semaine pour arrondir les fins de mois. OK. Et puis le pharmacien, les fins de semaine, il n'aimait pas ça travailler. Fait qu'il a demandé à mon père d'être pharmacien. Puis ça, on parle d'être dans les années 50. Là. Oui. Et puis, fait que les fins de semaine, mon père était le pharmacien avec le diplôme. sarrau blanc, sans diplôme, même pas un... il a été obligé d'arrêter l'école très tôt pour... aider à faire survivre la famille. Là. OK. Fait que pendant 2 ans, toutes les fins de semaine, il était pharmacien à Montréal avec le sarrau blanc. Il a fini l'école en 3e année, puis OK. Il a réussi à se débrouiller là-dedans. C'est en faisant ce travail-là qu'il a connu les représentants pharmaceutiques. OK. Puis il aimait le fait qu'il y avait du beau linge, des belles voitures. Fait qu'il a commencé à poser beaucoup de questions, puis finalement, il a réussi à prendre un job chez Abbott. Et puis, la première fois, là, il était au bureau, il était commis de bureau. Il voulait devenir vendeur, puis le patron ne voulait pas, il dit « t'as pas le profil qu'il faut, rien ». Et puis finalement, après une couple d'années, il a dit « OK, t'as un permis de conduire, toi? » Il dit « Ben oui, absolument. » Ben, il dit « OK, tu commences lundi comme vendeur pharmaceutique. » Mais il n'avait jamais conduit un char de sa vie. OK, donc ton père, il pouvait, modifier la vérité. Ben, dans le temps, il fallait faire ce qu'il avait à faire là, pour survivre, exactement. OK. Et puis c'est comme ça que sa carrière médicale a commencé. Il a fait pharmaceutique. Après ça, il a fait les petits sacs qu'ils appellent là, quand tu as des coloscopies. Des colostomies. OK. Des gants. Après ça, il a vendu de la cardiaque, de l'urologie. Après ça, il est allé en orthopédie. Puis ça, il a bien aimé ça parce que c'est un menuisier. Fait que l'orthopédie, c'est des vis, des tournevis, des scies, des drills. Fait que là, il se sentait chez eux. Là. OK. Il a eu beaucoup de succès avec ça. C'est à ce moment-là que tu as commencé à travailler avec lui? Oui, 10 ans après, moi, j'ai travaillé pour lui. Puis je pensais faire ça 1 an, comme j'ai dit. Puis finalement, ça fait 30 ans là, que là, actuellement, tu es chez Depuis Synthèse, qui est une filiale de Johnson. De Johnson & Johnson, c'est ça. OK. Ton travail au quotidien, c'est quel domaine ou quel secteur d'activité en particulier? C'est l'orthopédie. Et puis moi, je suis agent distributeur. Ça fait que mon territoire, c'est Ottawa puis la province du Québec. Et puis j'ai 19 représentants qui travaillent pour moi dans tous les hôpitaux du Québec pour les différentes divisions. Tu as prothèses de hanche et genoux, la traumatologie, le maxillofacial, la médecine sportive. OK. Et puis la colonne. Puis, tu avais fait des études en génie mécanique. Génie mécanique, oui. Mais c'était pas vraiment dans l'optique de devenir ingénieur? Ou c'était... Ben moi, je voulais être ingénieur surtout je voulais savoir comment est-ce que les choses marchaient. Je voulais comprendre mécaniquement comment les choses marchaient. Mais mon but, c'était
principalement de m'en aller contracteur industriel. Je dois faire de la construction à grosse échelle. Là. OK. Puis, tu me confiais avant de débuter que tu avais perdu un frère en jeune âge de la leucémie. Oui. Quel souvenir tu gardes de ton frère, puis peut-être de son décès? Tu étais quand même jeune à l'époque. Oui, j'avais 7 ans quand il est tombé malade, et puis j'avais 9 ans quand il est décédé de la leucémie. Puis comme on parlait tantôt, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de succès là, pour la guérison de la leucémie. Et puis, ça a été difficile, ça. Ça m'a créé beaucoup d'anxiété qui traîne jusqu'à aujourd'hui même. Okay. Là, ça m'a créé un combat à vie. Puis chaque force ou chaque faiblesse crée des forces, si on veut. C'est étrangement, mon anxiété m'a rendu bon à mon travail parce que moi, si ça peut arriver, ça va arriver. Fait que dans ma planification des tâches de travail, j'ai tout le temps des backup plans en bon français. Okay. Fait que qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Un plan B. Un plan B, plan C, plan D, j'ai tout le temps ça. Okay. Fait que ça m'a rendu quand même, ça m'a rendu service à mon travail. Et puis, ce qui a été dur, c'est, j'ai été quand même de 7 ans à 9 ans très seul, parce que mes parents étaient à l'hôpital tout le temps. Puis après ça, je me rappelle pas, mais je peux juste m'imaginer l'état d'âme de mes parents les années qui ont suivi après. Là. Mais comme famille, moi, ma soeur puis mes 2 parents, ça nous a rapprochés beaucoup. On est devenu un noyau très, très proche. Okay. Et puis où ce que la communication est très forte aussi, ou était très forte. Là. Mon père n'est plus là. Fait que... Justement, tantôt, mais qu'on parle plus en détail là, des affaires de mon père, là, tu vas avoir des exemples de où est-ce que la communication chez nous était importante, puis tout était sur la table. Là. Tu parlais du deuil des parents qui perdent des enfants. C'est une chose qu'on connaît moins aujourd'hui. Là. Les gens qui ont des enfants aujourd'hui en ont 1, 2, c'est très planifié, puis les gens ne s'attendent pas à perdre un enfant. Mm-hmm. Moi, j'ai été en contact à quelques reprises dans ma carrière avec des patientes âgées qui avaient souvent des historiques de 12, 13, 14 enfants, puis qui en avaient perdu, parfois malheureusement, là, on remonte dans les années 50, 60, puis on a tendance à penser que compte tenu que ça fait longtemps, puis compte tenu que les patientes avaient eu 14, 15 enfants, que la perte d'un enfant, c'était pas si grave que ça, mais moindrement qu'on questionnait un peu, puis qu'on discutait avec les patientes, on réalisait que même si elles en avaient eu 15, la perte d'un enfant en bas âge, c'était quand même un drame là, que les gens portaient avec eux toute leur vie. Là. Ta mère est encore en vie? Oui. 88 ans? 88 ans, très lucide, okay. En forme, puis vraiment là, incroyable, là, allumée. Okay. Puis aussi très, tu sais, elle va sur, elle a un ordinateur, elle a un téléphone, elle texte, tu sais, elle a fait toutes ces choses-là. Là. Ma mère, c'est le genre de femme que... Moderne. Moi, puis moi aussi, je suis capable. Tu sais, là, s'il y a un problème avec le câble, elle va appeler Vidéotron elle-même, puis elle va se débrouiller. Puis, OK. Donc, j'imagine qu'elle habite encore dans sa maison, dans son logement. Oui, là, elle est en résidence. OK. Puis chez Résidence à Boucherville, c'est vraiment très bien. Là. OK. Franchement, même moi, ça m'a comme dit, OK, on va faire la même chose, mais que j'arrive à cet âge-là. Je veux dire, c'est comme des mini-clubs med, là. OK. Puis elle s'est fait plein d'amis là-dedans, puis, tu sais, là, c'est bien organisé, c'est bien fait. C'est sûr, tu sais, on entend des histoires d'horreur un peu aux nouvelles. Oui. Je pense qu'il faut choisir la place comme il faut, mais au bon endroit, c'est vraiment une belle manière de vivre dans ces âges-là. Pour les patients autonomes, évidemment, j'imagine. Elle est très autonome, c'est ça. Puis ta sœur, elle est dans quel secteur? Ma sœur est dans le secteur touristique, elle est à son compte. Elle a fait des tours guidés au Québec, là, de différents circuits. OK. Et puis, elle a 64, ma sœur. À peu près. Et puis, très bon. Moi aussi, avec ma soeur, je suis très proche. Là, on se parle tous les jours quasiment. Puis j'imagine que la pandémie a été un peu plus difficile pour elle. Ah oui, sa business est tombée à zéro. Ouais, absolument. Okay. Le gouvernement fédéral l'a sauvé là-dessus. Okay. Ah oui, ça a été... la joke dans la famille, c'était que tu sais, qu'elle était sur le BS, là, que jamais de sa vie, elle a profité de subventions du gouvernement, de l'aide du gouvernement. Puis là, écoute... Du jour au lendemain, là, c'est tombé à zéro. Là. Fait que, avec des investissements quand même qu'elle avait. Là, fait que ça a été difficile pour elle. Alors, on est ici pour parler de ton père, parce que par un ami commun, là, j'ai su que ton père avait bénéficié de l'aide médicale à mourir. Mm-hmm. Donc, parle-moi un peu de ton père, là, son histoire. Puis, OK. Mon père, à l'âge d'à peu près 80, il a eu le cancer de la prostate. Il y a eu des traitements, ça a bien été. Quelques années après, il y a eu le cancer de la vessie. Et puis, il a été opéré. Et puis, malheureusement, ils n'ont pas pu enlever les marges. Là, ils n'ont pas pu tout enlever. Fait que, malgré le traitement, il n'y a pas eu de chimio, il y a eu de la radio, mais le cancer s'est propagé.
Et puis, c'était quand même assez virulent, là. C'était quand même assez rapide comme propagation dans son système. OK. Et puis, c'est pas autant la douleur, lui, qui l'affectait, c'est qu'il était fatigué, puis, tu sais, il se sentait pas bien, là, tu sais, là. Et puis, suite à son opération de l'AVC, quand ils l'ont enlevé. Là, on parle d'enlever l'AVC au complet avec un sac Avec urinaire. un sac, oui. OK. Il y a eu un phénomène de... Peut-être tu pourras m'aider sur le terme, là, mais c'est comme déprogrammation. À cause de l'anesthésie, de la chirurgie, il était un peu déconnecté. OK. Il mangeait plus. Il dormait tout le temps. Il savait plus quelle heure qu'il était, quel jour qu'il était. Il était mêlé. Ça a pris plusieurs mois. Genre de délirium, peut-être? Ou Un peu, oui. OK. Et puis, c'est sûr qu'il y avait des antidouleurs. Avant de tomber malade, il était Ah non, il était complètement intellectuellement absolument, parfait. il était très, très... Là, il a quel âge quand... Là, à ce moment-là, il avait 83. À peu OK, près, donc ouais. sur un horizon de 3 ans à peu près, toute Ouais. cette maladie-là. C'est ça. Et puis, ça a été difficile, ça, pendant plusieurs mois. C'était très inquiétant. Il ne mangeait pas. Il n'était pas lui-même. Tu sais, là, c'était comme devenu une autre personne qui... Puis tout d'un coup, grâce à ma mère, qui a finalement, en bon français, pété une crise, là, elle s'est écroulée devant lui, disant « Je suis plus capable, je ne sais pas qu'est-ce que t'as. » Puis là, lui, ça l'a réveillé. Il s'est mis à manger immédiatement. Et puis, il est devenu comme plus lucide. Il a fait quelques mois comme ça. Et puis moi, depuis plusieurs années, à tous les dimanches, je faisais un souper chez moi avec mes parents. Puis c'était, vu que mon père était malade, surtout à la fin. Là. On est en quelle année, là? Ça fait 3 ans de ça. OK. 4 ans. 4 OK, ans. donc, quelques années après que l'aide médicale à mourir soit devenue Ah, légale. c'était relativement nouveau. Là, C'est ça. moi, je connaissais pas personne qui avait fait ça dans mon milieu. Là. OK. Personne ne connaissait quelqu'un là-dedans qui avait fait ça. Puis à tous les dimanches, je faisais un souper chez mes parents, chez moi pour mes parents. Puis j'appelais mon père le jeudi. Je lui disais, qu'est-ce que tu as le goût de manger dimanche? Fait que là, il disait, puis c'était tout le temps la même chose. Steak, roast beef ou de l'agneau. C'était un homme à viande. Un dimanche soir, il vient souper chez nous. J'avais fait des gros steaks comme qu'il aimait. Puis il n'a pas mangé. Il regardait sa viande, puis il mangeait pas. Fait que je suis allé m'asseoir avec lui dans un autre petit salon. Puis j'ai dit, t'as pas de la filée. Fait là, il dit, je suis vraiment... Là, il dit, je suis tanné. Là. Il dit, je suis pas vivant, je suis en vie. OK. Je vis pas, je suis juste en vie. Il dit, c'est horrible. Il dit, je peux rien faire excepté juste survivre. Là, il dit, je suis tout le temps, j'ai mal partout, je suis tout le temps fatigué, tout ça. Puis, fait que, À ce moment-là, son cancer est métastatique. oui. Et puis on sait qu'il y a une fin, on sait pas quand. OK. Il est lucide, il n'est pas souffrant, là, plié en deux, mais il prend quand même des pilules pour la douleur. Il n'a pas faim, il ne mange pas, il faiblit, tout ça. Fait que là, ça, c'est un dimanche soir. Le lundi matin, vers 10h le matin, ma mère m'appelle en pleurant, puis elle dit, ton père vient juste de signer le papier. Fait que j'ai dit, quel papier? Fait qu'elle dit, l'aide à mourir. OK? Fait que là, tu sais, un peu par surprise. Fait que je dis, OK, je m'en viens. Fait que j'arrive à la maison, puis là, je dis, Père, c'est quoi, là? Fait que non, il dit, là, je suis décidé. Il dit, ça arrête là. Fait que je dis, OK. J'ai dit, on respectait. On avait déjà parlé, là. Puis lui, il a toujours dit ça, depuis 20 ans. Là, il a toujours dit, moi, je ne traînerai pas à souffrir et à faire souffrir les autres. Mais que je vois que c'est fini, il m'a tiré sa bloc. C'était comme ça qu'il parlait. Là. Il disait ça à l'époque où ça n'existait pas. Non, ça n'existait même pas. À l'époque, il évoquait le suicide, peut-être, ou non. Dans ta tête, non, il y a lui, 20 ans? Lui, il disait ça devrait exister. Ils ont le fait pour des chiens. OK. Tu sais, là, comme... L'euthanasie. L'euthanasie. Il dit, on amène notre chien, quand le chien est trop malade, on l'amène au vétérinaire, puis on l'arrête sa souffrance, puis ils disent, on le fait même pas pour nous. Il dit, ça n'a aucun bon sens. Mm-hmm. Fait que quand c'est devenu possible, lui, il disait, ça, c'est une très bonne décision. Je comprends. Fait que là, on a fixé un rendez-vous avec les médecins. Il y a 2 médecins qui sont venus, j'imagine, dans tes autres entrevues. Vous avez parlé du Le processus. Le processus. Fait que les 2 médecins sont Mais venus. toi, quand je m'excuse, juste pour revenir, quand ta mère t'appelle le lundi matin, toi, tu sais que c'est légal, que c'est maintenant disponible. Oui. Mais tu t'es jamais vraiment intéressé à ça parce que non, tu suis pas ça de près encore dans Non. l'actualité. Okay, non, c'est drôle parce que même si mon père était malade puis qu'on avait déjà parlé, même si c'était dans l'actualité, on n'avait pas parlé pour lui. Je comprends. Si c'était pas devenu un sujet là, qu'il ne nous avait pas averti, j'avais jamais emmené le sujet. Ça... Okay. Et, étrangement, à ce temps que tu en parles, ou une fois que c'est arrivé, on a dit c'est drôle qu'on n'a jamais parlé avant. Puis que c'est lui qui a initié la discussion. La discussion et l'événement. Là. OK. Fait qu'il a appelé, je pense que c'était je me souviens pas où il a appelé, CLSC.
Puis Ben, là, en fait, tu peux quand passer par son médecin, là, mais il fait une demande. Là, tu sais. Oui, puis il y a 2 médecins qui sont venus. J'étais là lors de la visite. Puis les médecins nous ont demandé, moi puis ma mère, de quitter, de le laisser seul. Puis comme tu sais, il y a trois questions. Est-ce qu'il est lucide? Est-ce qu'il y a une maladie terminale? Puis est-ce qu'il a été forcé? Il a été encouragé par la famille? Mm-hmm. Fait qu'ils ont dit ça prend à peu près 1 heure. Fait qu'on dit on va aller en bas prendre un café, vous nous appellerez. Puis après 5-10 minutes, ils nous ont rappelé, ils ont dit OK, vous pouvez venir. Puis quand on est revenu, ils ont dit ton père, c'est le candidat idéal. Il est très lucide. Il a une maladie terminale, c'est clair. Et il n'a pas été forcé du tout, ça vient vraiment de lui. Là. Est-ce qu'il était souffrant physiquement à ce moment-là? Oui. Okay. Ouais. Puis, pour ne pas souffrir physiquement, il prenait les pilules antidouleurs qui le rendaient amorphe, endormi. Il faisait rien excepté dormir. Il se levait, il mangeait à la toilette, dormait. Okay. Quand il arrêtait de prendre les pilules pour pouvoir écouter la télé ou faire une activité, ben là, il avait trop mal. Fait que c'est pour ça qu'il ne trouvait pas que ça... Là, on est en 2018, mais si je reviens. Oui. Est-ce qu'il avait peur à l'époque? Parce que peut-être tu te rappelles, ça prenait un deuxième consentement un peu plus tard dans le processus. Est-ce qu'il avait peur de devenir inconscient ou perdre sa lucidité dans le cours du processus? Oui. Puis de passer tout droit, entre guillemets? Passer tout droit, exactement. Lui, il avait peur de... Puis l'autre chose, c'est ma mère, c'est une femme ils ont été mariés au-dessus de 60 ans. Ma mère est très, très gentille puis dévouée à la famille et à son mari. Fait que mon père le savait que si il était resté, il se serait écroulé tranquillement physiquement. Ma mère se serait tuée à s'occuper de lui. Puis il voulait pas ça. T'sais, il savait que lui, il avait une fin anyway. Fait qu'il dit pourquoi j'amènerais ma femme avec moi dans ça. Ma mère se serait complètement vidée à s'occuper de lui. Puis ça aurait été beaucoup plus traumatisant que l'aide à mourir, la manière qui s'est arrivée pour nous. Là. Fait qu'il y avait le côté pour lui qui l'a fait, pour arrêter de souffrir. Mais il y avait aussi beaucoup pour sa femme puis la famille, de ne pas être un fardeau. C'est ça que tu m'avais dit là, quand on en a parlé la semaine dernière. Il l'a fait autant pour vous que pour lui, là, à certains égards. Est-ce que les soins palliatifs ont été une option? Il était déjà, entre guillemets, en soins palliatifs, mais une maison de soins palliatifs plus traditionnelle, des soins là, palliatifs plus traditionnels? C'était une option, mais ça, il ne voulait rien savoir de ça. Okay. Là, ça ne tentait pas d'aller mourir tranquillement dans une autre maison. Là, c'est comme ça qu'il disait ça. Il ne gérait pas chez un autre gars. Mourir pour rire, qu'il disait tranquillement. Okay. Là, il aimait mieux faire ça. Puis à l'époque, d'après toi, il restait combien de temps? Là? Très dur à dire, ça. Quelques mois? Quelques mois, je pense. Okay. Ouais. C'est dur à dire, par exemple, parce qu'il était très up and down. Là. Il y a des journées, là, même la journée qui s'est arrivée, il était étrangement en forme. Okay. Les gens disent, avec qui j'ai parlé, les gens disent que une fois que le processus est entrepris puis que les patients ont la confirmation que ça va avoir lieu, que les patients deviennent plus calmes puis sereins. Est-ce que tu as vécu ça avec ton père? Oui. L'anxiété s'en va, puis... Oui, il était soulagé. Okay. Puis on a fait une grosse réunion de famille la veille. Ben, grosse réunion de famille. C'était notre petite famille, mais avec les 2 enfants. Moi, j'avais ma copine, ma soeur avait son mari. Et puis mon gars était là. Et puis là, on se contait des histoires. Parce qu'on est une famille qui rit beaucoup. On fait beaucoup de blagues, on niaise beaucoup. Fait que, puis même ce soir-là, on riait beaucoup, puis on faisait des blagues. Et puis, on a fait un tour de table de... Mon père voulait savoir c'était quoi notre plan. En gros, on disait par où qu'on s'en va. Là. Moi, je vais prendre ma retraite à tel âge, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, quand je suis allé coucher mon père dans son lit, je l'ai installé. On est allé chacun notre tour faire un petit 10 minutes privé avec lui. Tu sais, là, comme un one-on-one. Et puis, il est arrivé 2 affaires drôles. La première, c'est... j'ai demandé, j'ai dit, t'es-tu anxieux? T'es-tu nerveux? As-tu peur? Fait que j'ai dit, tu sais que même si jusqu'à temps que tu aies la piqûre dans le bras, j'ai dit, tu peux changer d'idée, puis j'ai dit, tout le monde va respecter ça, puis on te ramène à la maison. T'sais. Il dit, la seule peur que j'ai, c'est que ça soit cancellé. OK. C'est la seule inquiétude que j'ai, que j'arrive là demain, puis que pour une raison ou une autre, ça n'a pas lieu. Il s'en allait à l'hôpital, évidemment. Ça se faisait pas à la maison. Là. Non, c'est ça. On avait le choix entre faire ça à l'hôpital ou à la maison. Okay. Puis mon père a choisi à l'hôpital pour pas faire le traumatisme à ma mère d'avoir l'image de lui mort dans le lit. Okay. Il voulait faire ça à l'hôpital. Puis il nous a dit, vous pouvez venir ou pas venir. Il dit, je vous force pas à venir. Il dit, moi, de toute façon, moi, être là, puis 5 minutes après, moi, être mort. Là. Fait qu'il dit, vous n'êtes pas obligé de venir. Là. Fait que ma mère a dit, non, moi, être là. C'est sûr que je suis là. Fait que j'ai dit à mon père, moi, suivre main. Tu sais, là, si elle reste, je reste. Si elle s'en va, je m'en vais. Je dis, inquiète pas, je vais m'occuper de main. Il dit, OK.
Ma sœur, elle a dit, parce qu'il y a 3 piqûres, une qui endort, l'autre qui paralyse, puis l'autre qui arrête le système cardiovasculaire, le cœur puis les poumons. Ma sœur a dit, m'a resté juste pour la première piqûre. Une fois qu'il dort, m'a quitté. Et puis, finalement, elle est restée jusqu'à la fin. Parce que c'était tellement bien fait. On en reviendra, mais j'arrive dans les détails de ça. Fait que quand j'étais allé coucher mon père, puis c'est ça qui m'a dit que la seule crainte qu'il y avait, c'est que ça soit cancellé. L'autre chose, c'est qu'il me tenait la main, puis il frottait ma main, puis il disait, en tout cas, Rock, il dit, j'ai rien qu'une chose à te dire. Fait que là, je dis, bon, lève là la phrase clé qui va me rester toute ma vie. Tu sais, le dernier moment avec mon père, il dit, tu te mettras de la crème parce que t'as les mains rugueuses. Fait que là, j'ai dit, c'est ça que t'as à me dire, là, tu sais, là, c'est ça ta phrase magique de fin de vie. Il dit, écoute, ils on s'est tout dit toute notre vie. Il dit, j'ai rien d'autre à te dire. Là. Il dit, on s'est tout le temps parlé à chaque fois. Puis il dit, on n'a rien à ajouter, j'ai pas rien à te déclarer. Il dit, on se le dit au fur et à mesure. Fait qu'il dit, mets-toi de la crème. Je dis, OK. Fait que ça a été ça, ma phrase. Okay, mais ça donne une idée comment est-ce que l'humour était juste. Ouais, c'est un bon mécanisme de défense, l'humour. Là, ouais. Après ça, ma soeur est allée, mon fils, ma mère, tout le monde a fait leur moment. Le lendemain, je suis allé le chercher. On est allé à l'hôpital. Puis la femme médecin qui s'occupait de nous était vraiment bonne. Elle était, je disais à tout le monde, elle était faite pour ça. Tu sais, elle était douce, elle expliquait. C'était comme serein, juste la manière que ça... La dame médecin qui administrait l'aide médicale à mourir n'était pas une des deux qui avait procédé à l'évaluation. Okay. Oui, c'était une des deux qui a fait l'entrevue. Et puis, c'est elle qui nous a accueillis à l'hôpital. Puis elle nous a dit... Ça, c'était spécial. Elle a dit, quand vous allez arriver, je me souviens même pas c'était à quel hôpital. Je ne me rappelle pas. En tout cas, elle a dit, quand vous allez arriver à l'hôpital, tel étage, tel département, faites juste dire, vous attendez tel médecin. Dites pas pourquoi. Parce que c'est encore tabou, beaucoup, chez le service, le staff. Ça dépend des gens qu'on rencontre. C'est ça. Fait qu'elle dit, il y en a qui sont contre ça, puis ils peuvent vous donner des difficultés ou vous dire des choses. Là, que... Fait qu'elle dit, dites pas c'est pourquoi. Juste, vous attendez tel médecin. Je me souviens pas de son nom, mettons que c'est Tremblay. Mm-hmm. Fait que là, on arrive là, on dit, on veut le docteur Tremblay. Elle dit, ben pourquoi? Fait que là, c'est devenu un peu étrange comme moment, ça. Pendant quelques minutes? Oui. Pendant quelques minutes. Finalement, je l'ai appelé, elle est arrivée, puis là, ça s'est réglé, on est allé d'une chambre. Et puis, fait que là, ce qui était drôle, c'est, un autre joke, c'est, mon père est couché sur le lit, puis le docteur apprend le petit chiffon d'alcool, puis il frotte là-bas, puis avant de lui mettre la piqûre. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu fais là? Fait qu'elle dit, c'est pour pas que tu t'infectes. Et là, il dit, là, il dit, il va être mort dans 5 minutes. Tu m'en fous de m'infecter, là. C'est un réflexe. C'est un réflexe de faire ça, là. Et puis, fait que là, mais la femme médecin nous expliquait, tu sais, là, les étapes. Là, il va y avoir 3 piqûres. La première fait ci, la deuxième fait ça. Fait que là, on est les 3 là, moi, ma mère et ma soeur. Et puis, quand il a eu sa première piqûre, il est tombé endormi. C'est comme si on a vu le mal sortir du corps. Le soulagement qu'il y a eu, là, tu sais, c'était comme... tu sais, là, ça a fait comme wow. Tu sais, là, ça tout le monde était là, finalement. On était tous là. Ouais. Ton fils aussi? Non. Okay. Non. Mon fils, lui, il a dit c'est au revoir la veille. Puis il a dit à mon père, si c'est correct, je n'irai pas à l'hôpital, c'est too much pour moi. Là, okay. Fait que mon père, non, il dit, je veux même pas que tu viennes. Il dit, pas besoin d'être là. Fait que, il y avait ma blonde puis le mari de ma soeur qui était à l'extérieur. Okay. Il y avait juste moi, ma soeur et ma mère. Fait que première piqûre, il tombe endormi. Finalement, c'est comme s'il dormait. Deuxième piqûre, il paralyse, ça ne paraît pas. Puis troisième piqûre, à moitié chemin de la seringue, le médecin il dit, OK, là, il n'est plus avec nous. T'sais. Mais finalement, ma soeur est restée tout le long. Parce que c'était tellement... C'était calme, c'était serein, ça paraissait que ça lui faisait du bien, que finalement, on est restés tous les 3 jusqu'à la fin. OK. Puis après ça, on est sortis, puis... Le médecin est sorti, elle nous a laissé quelques minutes avec mon père, on a dit nos au revoir. Ma blonde est rentrée avec le mari de ma soeur, on était les 5 là, puis on a dit notre dernier goodbye, puis après ça, on est parti, puis on est allé chez ma mère, puis that's it, ça a été aussi simple que ça. Tu parlais tout à l'heure, quand ton père a annoncé sa décision, là, toute la famille a accueilli ça positivement, ou il y a eu quand même des petites réticences, ou... mettons, ta soeur, ta mère, tout le monde était sur la même longueur d'onde? Ou, ma mère, elle pleurait beaucoup. Elle était surprise qu'il fasse ça. Il n'a pas averti personne, même pas elle. Puis absolument, ces deux-là, ils étaient très proches, ils se disaient tout. Là. Puis là, ça a sorti de nulle part. Fait que là, sur le choc, mais il n'y a jamais personne dans la famille qui a dit
je veux pas que tu fasses ça, tu devrais pas faire ça, c'est pas le temps de faire ça. Ça, ça a tout le temps été clair que c'était son choix. Puis aussi le fait qu'on avait déjà, avant, là, depuis des années, c'était sa mentalité de tirer sa plug, même si l'aide à mourir n'existait même pas. Ouais. Puis aussi la manière qu'il disait, c'était comme clair. Là, que... On faisait juste dire, ma soeur, ce qu'elle disait beaucoup, elle, c'est « T'es-tu sûr? » Tu sais, là, c'était comme « T'es-tu sûr? » là, Elle l'a demandé plusieurs fois, ça? Ou ouais. Juste... Okay. Ben, une fois ou deux ou trois. Là, c'est comme « T'es-tu sûr? » Tu sais, me semble, c'est vite. Puis, fait que, oh, non, c'est clair. Puis entre ce fameux lundi matin puis son décès, c'était une période de... C'était pas long. Quelques semaines? Quelques semaines, ouais, je pense que c'était 3 semaines. Il me semble que l'entrevue, c'était la semaine d'après, puis 2 semaines après, c'était l'injection. Là. Il n'y a jamais eu de changement dans son... Ah non, pas sa décision était prise? Oui. Okay. Il n'y a jamais eu d'hésitation de peut-être ou... non, ça... Ouais, comme je te dis, la seule crainte qu'il y avait, c'est que ça soit cancellé ou que... Il avait peur de quoi? Une cancellation pour... Technicalité, là. Okay. Que ça soit remis d'une semaine ou que finalement il refuse son dossier ou n'importe quoi. Lui, il voulait que ça... Puis quand la date et l'heure étaient fixées à toute fin pratique, je pense quasiment à la minute près, là, oui. C'était comment, mettons, à mesure que le temps approchait? Là, ça, c'est... Les 2 jours avant, la veille... C'était... c'est quand même particulier, malgré le fait que sa décision soit prise. C'est quand même... Oui. Le souper... Il n'y a pas de retour. Là, c'est un lundi avant-midi, vers 10h, puis le souper d'avant du dimanche soir avec la famille... C'était le dernier, là. Ça, c'est le dernier, ça. Fait que ça, c'était comme... On riait puis on pleurait. Il y avait les 2 émotions en même temps, là. Puis lui avec... Là. Puis c'était pas de... Lui, il pleurait pas parce qu'il était pour mourir ou la peur de mourir. C'est qu'il était pour s'ennuyer de nous. Mm-hmm. Puis chez nous, la philosophie, on n'est pas pratiquant. On va pas à l'église. On n'a pas une religion là, croyante très forte. Mais, comme moi, mon explication, c'était... ce qui m'aide à passer à travers ces choses-là, c'est qu'avec un background scientifique, j'aime ça expliquer tout scientifiquement, prouver des choses. Pour ce qui est de la deuxième vie ou la vie après, on n'a pas de preuves, mais on n'a pas de preuves non plus qu'il n'y a rien. Okay. Alors, on a le choix. Là, je peux choisir qu'il y a quelque chose ou choisir qu'il n'y a rien. Moi, j'ai choisi qu'il y a quelque chose. Là, même si c'est sans fondement, mais je suis pas capable de prouver qu'il n'y a rien. Fait que c'est comme plus, on se verra plus tard. Là, on continue à faire ce que j'ai à faire ici, puis même que ce soit mon tour, on se verra après. Là. Fait que ça l'aide à passer à travers ces moments-là. C'est bon. On prend une courte pause, puis on revient avec Rockvio. OK. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième section de l'entrevue avec M. Rockvio, qui a accompagné son père dans le processus de l'aide médicale à mourir il y a quelques années. Rock, peut-être les discussions que tu as eues avec ton père, là, tu me disais que c'était pas une famille, vous n'êtes pas une famille très croyante ou pratiquante là, au sens où on l'entend là, généralement. Mais pour ton père, là, la mort, est-ce que c'était vraiment une cassure importante pour lui ou c'était comme une étape de la vie, puis il faut que ça arrive, puis tu sais... C'était comme une étape, puis aussi, comme on parlait tantôt, je me souviens pas si on était enregistré ou pas pendant que je parlais là, de notre vision de ce qu'il y a après. Là. Oui, on est enregistré. Okay. Mon père, il voyait ça beaucoup comme il s'en allait revoir son fils. Okay. Tu sais, mon frère qui est mort de la leucémie quand j'étais petit, oui. Lui, il s'en allait voir son fils. Là. Okay. Fait que c'était un peu de là aussi la croyance de toute la famille, notre système de survie pour ces épreuves difficiles-là. C'est justement qu'il y a quelque chose après qui est palpable. Là,
Fait que lui, ça lui apportait un soulagement de savoir qu'il allait avoir son autre fils là, qui est mort de la leucémie. OK, fait que ça, il en a parlé, ça. Oh oui, absolument. Okay. Oui. Puis, on parlait de la réaction, on a parlé un peu de la réaction de la famille proche, mais le réseau plus éloigné, là, tu sais, mettons, tes amis, les membres de la famille un peu plus éloignés, quand ils ont appris ça, ça a été quoi leur réaction? Connaissant mon père, parce que comme tu as pu voir, c'est un peu un personnage, mon père, oui. Il n'y a pas personne qui a été surpris. Ils ont été, oui puis non, ils ont été surpris qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait utilisé ce service-là, je ne sais même pas comment l'appeler, là, qui a fait l'aide à mourir. Les gens vont dire que c'est un soin. Là, un soin, c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas... il était comme le premier dans tout notre entourage qui prenait ce soin-là. Fait que c'était... ça, c'était surprenant. Mais venant de Marcel, ça, c'était pas surprenant. C'était comme, ah, OK, ouais, c'est son style, ça, tu sais, là. Et puis, fait que ça... Il n'y a pas personne non plus qui a réagi de façon, tu sais, là, négative. Tu sais, là, tu devrais le convaincre, puis, tu sais, là, il n'y a pas personne qui était contre ce soin-là ou cette possibilité-là. Là. OK. Puis, surtout... parce que beaucoup de monde l'ont appris. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement partagé pendant 2-3 semaines avant que ça arrive. T'sais. Il y a un peu comme un temps mort là-dedans. Fait que mon entourage, mes amis, tout ça, l'ont appris plus après fait. Mais quand je l'apprenais, j'expliquais comment c'était arrivé. Quand ils voyaient ma version de comment est-ce que c'était serein comme moment, puis comment est-ce que ça avait de l'allure, puis comment est-ce que si c'était pas moi, à cette heure que je l'ai vécu, je le ferais moi-même. Je pense que c'est l'événement où ce que mon père a fait a beaucoup, pas modifié l'opinion, mais a fait pencher l'opinion de tout mon environnement sur les bienfaits de l'aide à mourir. Là. OK. Que c'est quelque chose qui peut être bien pour le patient et surtout pour la famille. OK. Puis avant ce fameux lundi là, où ton père a fait cette annonce-là, qu'est-ce que tu en connaissais de l'aide médicale à mourir ou te rappelles-tu de l'opinion que tu avais de ça? Ou? J'ai tout le temps été pour, moi. OK. Oui. Puis je me souviens quand aux nouvelles, ça avait été annoncé là, que c'était maintenant légal possible, je trouvais que c'était une très bonne idée. Là. On voit souvent des gens souffrir de... mes oncles, mes grands-parents. Des fois, il y a des situations que ça n'a pas d'allure. Là. Il y a zéro qualité de vie, puis c'est tenir par un fil pendant des mois, puis des mois, puis si le patient le veut, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est un choix qu'on a, c'est un privilège. Je trouvais que... Puis même, je pense qu'une de tes questions à la fin, c'est si tu avais de quoi à changer dans le système. Moi, j'essaierais de l'étirer pour, justement, quand tu as une maladie, tu sais, comme l'Alzheimer. Aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi les règlements, mais je pense qu'on ne peut pas, aussitôt que tu es dépassé, tu sais, il faut que tu signes tes papiers avant. Là. Fait que ça en fait, actuellement, il y a une commission spéciale des parlementaires sur ce sujet-là. Parce qu'actuellement, un patient ne peut pas signer une directive aujourd'hui. Mm-hmm. On ne peut pas, par une directive médicale anticipée, quelqu'un, mettons, qui se fait dire aujourd'hui, tu as l'Alzheimer, tu as Roqueville, là, ben là, tu ne pourrais pas aujourd'hui dire, ben moi, j'ai l'Alzheimer, alors je veux que lorsque je serai rendu dans tel état, je sais pas, inconscient, incontinent, alité, incapable de reconnaître mes proches, je veux qu'on m'administre l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas admissible dans le moment. Alors, là, le débat est là-dessus. Là. OK. Puis moi, la majorité des spécialistes dans le domaine pensent que ça va être permis. Okay. Mais on n'est pas là. Donc, mais c'est vraiment d'actualité. Là, je veux dire, la commission, je pense que les travaux là, vont se terminer bientôt ou sont terminés là, ces jours-ci. Là. Parce que c'est ça que ça serait ça mon plus gros souhait. Augmenter l'accès, donc, finalement. Oui, j'ai des parents d'amis très proches qui ont passé par l'Alzheimer, puis c'était horrible. Là, ça dure des mois, puis des fois des années, puis c'est drainant pour le patient lui-même et pour la famille. Puis c'est tout du monde que s'il avait pu, il aurait choisi l'aide à mourir. Il y a des gens qui s'opposent à l'aide médicale à mourir, il y a pour les motifs religieux, là, évidemment. Là, tout ça, c'est un grand pan là, de l'objection. En dehors de ça, il y a des gens qui s'objectent parce qu'ils ont peur parfois justement qu'on perde le contrôle un peu. Là. C'est une crainte pour toi dans... Non, je pense que si c'est la manière que c'est fait en ce moment, tu sais, avec les entrevues, la vérification suivie par les médecins,
Je pense que dans les années passées, anciennement, j'avais lu quelque chose, probablement que mon information est complètement déformée, mais je pense que c'est en Allemagne qu'il l'avait fait il y a bien des années, puis ça avait dérapé un peu. Mais peut-être qu'aujourd'hui, moi, la manière que je l'ai vu, en tout cas avec l'événement de mon père, c'est que la manière que c'est suivi puis que c'est fait, ça serait très difficile d'abuser du système puis de laisser ça déraper. Là. Fait que je pense que si c'est bien fait, ça demeure un service qui serait très serviable à la société. Là. Toi, comme citoyen, là, pourrais-tu imaginer ou trouver ça acceptable dans notre société de, mettons, l'administrer aux enfants ou d'étendre encore? Comme tu me dis, toi... Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait des limites, toi, spontanément? Là? Est-ce qu'il y a des... Bien, spontanément, si tu me dis enfant, j'ai tendance à reculer. Là. Comme, wow, ça c'est différent. Là. Ouais. Encore là, ça dépend tellement des circonstances. Okay. Puis je laisserais les choix à chaque parent. Je veux dire, les situations, c'est one-on-one, c'est cas par cas, ça. C'est sûr que quand on pense à un enfant, c'est pas la même chose. Là. C'est un début de vie, c'est pas une fin de vie. Fait que ça devient beaucoup plus délicat et plus sensible comme sujet. Mais en même temps, si c'est quelque chose qui est souffrant, qui est terminal, puis qu'il n'y a rien à faire, pourquoi? Là, fait que ça serait vraiment... Peut-être que le comité ou le questionnement devrait être plus élaboré quand c'est le temps des enfants, mais fermer la porte automatiquement à cause d'un âge, pas sûr. Moi, je pense que je laisserais le sujet assez large. Là. Je pense que tu as répondu à la question, mais donc, toi, personnellement, tu te verrais utiliser l'aide médicale à mourir aussi, là, avec l'expérience que tu as vécue? Pour moi-même? Oui. Ah, absolument, oui. Puis avant le départ de ton père, est-ce que tu avais une opinion par rapport à toi-même ou c'est vraiment... J'avais la même opinion. J'ai tout le temps pensé, moi, que je l'aurais fait. OK. L'événement de mon père a comme confirmé, puis davantage, là, que c'est non seulement que c'est une option, mais c'est une bonne option pour ceux qui restent. OK. Tu sais, là, ça l'a confirmé puis renforcé mon opinion là-dessus, que c'est une bonne option qu'on a, ça. Mais quand tu dis une bonne option pour ceux qui restent, dans le sens que les gens le font un peu pour soulager leur famille ou éviter certaines souffrances? Oui, parce que c'est ça, comme dans le cas de mon père. Ma mère, je ne suis pas sûr qu'elle serait vivante aujourd'hui. Si mon père avait été malade pendant 2 ans, à dépérir et à dégénérer, là, okay. Ma mère se serait vidée à prendre soin de lui. OK. Fait que je pense que ça l'a sauvé émotionnellement, puis physiquement aussi. En parlez-vous encore du départ de ton père? Ah, absolument, oui. Okay. À tous les ans, c'est arrivé le 15 septembre, on va faire un pique-nique à La Pierre, là, au site d'enterrement. OK. Et puis, là, on se raconte toutes les folies qu'il a faites, les affaires drôles, les affaires tristes. On se rappelle presque à chaque année, on se parle justement de la journée, là, qu'est-ce qui est arrivé, puis comment c'est arrivé. Puis on fait jouer à l'enterrement. Lui, il s'est fait incinérer. Et puis, on a fait jouer la toune de Frank Sinatra, I Did It My Way, parce que c'était de son époque. Frank Sinatra, c'était un de ses chanteurs préférés. Puis cette chanson-là, c'était très représentatif de comment ce que mon père était et ce qu'il avait fait aussi face à l'aide à mourir. Là. OK. Puis c'est drôle, quand on est allé, justement, j'étais allé avec ma mère au salon funéraire pour choisir... tu peux acheter un cercueil pour le faire incinérer. C'est un peu niaiseux. T'achètes de quoi qui vaut des dizaines de milliers de dollars pour le brûler après. Puis ma mère savait que mon père serait forgé de ça. Là, okay. Il a toujours dit, mets-moi d'une boîte de carton. Là, c'était la blague. Fait que là, le gars, il a commencé avec le catalogue qui est 4 pouces d'épais. Puis les cercueils, le premier, c'est le gros modèle à 40 000. Puis là, on dit pas un mot. Fait que là, il tourne la page, 10 000, 5 000. Puis là, il voit bien qu'on n'a pas le goût de dépenser là-dessus. Fait qu'il va à la fin et il dit, j'ai une boîte de carton. Là, on part à rire tous les deux, moi puis ma mère, parce que il a dit ça toute sa vie. Garoche-moi d'une boîte de carton, puis ça va être fait. Il y avait une belle boîte, là. Ah oui? Boîte de carton cirée, fait que c'était, je sais pas, c'était 500$ la boîte. C'est quand même assez cher. Oui, pour une boîte de carton, ouais. Fait que ça a été l'option qu'on a choisie, là, qui fitait bien avec Marcel. En début d'entrevue, tu parlais de l'impact du décès de ton frère, tu avais gardé une certaine anxiété par rapport à la vie. Le décès de ton père dans ces circonstances-là, quel souvenir ou quelle expérience tu en gardes? C'est drôle parce que j'étais très, très proche de mon père. Et puis, j'ai travaillé pour lui pendant des années, puis j'allais tout le temps à la chasse et à la pêche avec lui. Puis même mes chums, on allait à la pêche, puis ils nous voyaient dans la voiture en face de nous autres.
mettons qu'on montait 6 heures de temps dans le bois, il voyait qu'on parlait tout le long. Tu sais, il voyait mes mains aller, puis ses mains. Puis il disait tout, de quoi vous parlez? Tu sais, vous travaillez ensemble à la semaine longue, puis là, on monte pendant 6 heures dans le bois, puis vous parlez sans arrêt. Vous n'avez donc bien à vous dire. T'sais. Fait que c'était de même, moi puis lui. Tu sais, on était très proches. Fait que j'ai tout le temps pensé, moi, qu'à la mort de mon père, que je serais complètement dévasté. Puis, étrangement, à cause du soulagement que j'ai vu quand il a eu ses injections, je suis content pour lui. J'étais content pour lui de le voir arrêter de souffrir. Fait que ça a aidé beaucoup mon deuil de voir que c'est sûr que je m'ennuie de lui, là, puis tu sais, j'aimerais ça qu'il soit là aujourd'hui, mais j'aime beaucoup mieux le voir en paix comme je l'ai vu là, que de le voir souffrir pendant des mois puis des années. Puis quand tu regardes les membres de ta famille, ta sœur, ta mère, ton fils, quelle impression as-tu là, par rapport à leurs propres souvenirs ou à leurs expériences? C'est pas mal semblable. Là, on s'ennuie de lui. Parce mon père était très drôle, très vivant. T'sais, quand il rentrait quelque part, c'était le feu de joie, là, il apportait de la vie partout où il allait. Fait que Noël, c'est pas pareil. Les réunions de famille, c'est plus tranquille parce qu'il n'est pas là. Puis moi, mon travail aussi, j'aimais ça partager avec lui. Les bons coups que j'ai faits. Puis quand j'avais des difficultés, on parlait de stratégie ensemble parce qu'il y avait tellement d'expérience puis tout ça. Fait que c'est pour ma famille puis pour moi, c'est la même chose. C'est un ennui légitime du bon vivant qui est plus là. Puis on le verra plus tard. Ton fils est d'une autre génération. Là. J'imagine que pour lui, il n'y a jamais eu de doute que c'était une bonne décision aussi. Oui, lui, c'était... c'est drôle que tu dises ça parce que moi... Tu sais, quand j'étais petit, j'allais à l'église, puis la religion était comme plus présente dans nos vies, surtout chez les francophones, mettons, là, avec le catholique. Mm-hmm. Mon fils, lui, a grandi plus, tu sais, beaucoup moins. On n'a jamais été à la messe, moi puis lui. La religion faisait moins partie de notre vie. Puis quand on a annoncé qu'il l'appelait Papy, là, quand Papy a fait cette décision-là, ouais, c'était plus naturel pour lui, étant donné sa génération, que « Ah ouais, c'est vrai, on peut faire ça à cette heure. » Tant mieux pour lui. C'était triste de le voir partir, tout ça, parce que mon fils puis mon père avaient une relation particulière. C'est que mon fils, il disait tout à mon père, tout. Tu sais, les conneries qu'un adolescent a fait là, avec les filles, avec la drogue, les essais de boissons. Ton père savait ça, mais toi, tu le savais pas. Moi, tu sais, ils disent pas tout aux parents, mais ils disaient tout à mon père. Fait que moi, le deal que j'avais avec mon père, c'est, tu sais, je sais qu'il te parle, qu'il te dit tout, fait juste me le dire, s'il fait de quoi qui est dangereux. Tu sais, s'il fait de quoi qui dépasse la ligne, avertis-moi pour que je le protège. Ah ouais? Mais les autres conneries, c'est correct. Tu sais, là, fait qu'il disait tout, là. C'était beau à voir. Là, tu sais, là, ton fils a perdu son confident? Son confident, oui. OK. Ouais. Ça, ça a été plus dur pour lui, ça. Puis le deuil de son décès, là, est-ce que tu trouves que c'est différent dans des circonstances comme ça par rapport à une mort plus naturelle, entre guillemets, ou peut-être pas de point de comparaison? Oui, c'est dur à comparer. Parce que souvent, on dit qu'un deuil normal, entre guillemets, c'est à peu près un an. Oui. Ça a été, le deuil a été plus facile que je pensais. OK. Ça a quasiment de l'air sans cœur à dire, mais c'est justement à cause que j'ai vu le soulagement, je pense. Puis aussi, moi, j'essaie d'être un peu le pilier de la famille quand il y a des événements. Là, fait que, tu sais, puis je suis pas un gars qui pleure en public. Tu sais, ma mère pleure à rien, ma soeur pleure à rien, mon gars, ma blonde, tout le monde pleure chez nous. Okay. Moi, je pleure pas beaucoup en public, mais je fais plus ça tout seul. Puis à un moment donné, une fois que tout était fait, là, tu sais, l'enterrement était fait, là, tout était casé, je revenais, puis je me suis même dit, il faudrait bien que je pleure à un moment donné, tu sais, là, que je sorte ça de mon système. Puis quasiment une minute après, il y a une toune que je jouais à la radio. Puis c'était la toune qui me faisait penser à mon père. Puis là, écoute, je me suis écroulé, là. J'ai parqué le char sur le bord de la route, puis j'ai pleuré pendant une demi-heure, là, en sanglots, là. C'était comme bizarre, le timing, là. Fait que c'est là que ça a sorti. C'est bon, ça. Fait que ça complète pas mal les questions que je voulais te poser à ce sujet-là. Si tu avais un conseil ou à donner là, à une famille qui est dans cette situation-là, ce serait quoi, là? Moi, je dirais, c'est ça. Si la personne qui veut faire ça est vraiment prête, je rendrais ça facile pour la personne de le faire. Tellement que moi, j'ai vécu une expérience qui
qui était positive pour moi et ma famille, pour mon père. Là. J'ai vu les bienfaits de ça par l'événement de mon père. Puis quand on ne veut pas le faire, c'est un petit peu sans cœur. Hein? C'est pour nous qu'on ne veut pas le faire. C'est parce que nous, on va s'ennuyer de la personne, puis nous, on ne veut pas qu'elle s'en aille. Mais il faut se mettre dans la peau de l'autre. Là. C'est l'autre qui souffre. Puis si l'autre est prête à partir parce qu'elle n'est plus capable, il ne faut pas penser à nous. Il faut penser à la personne qui est malade puis qui est prête à passer de l'autre bord. Là. Mais est-ce que tu peux envisager que dans certains cas, la personne qui parle de ça, ce soit comme un appel à l'aide, puis peut-être qu'elle pourrait s'attendre dans certains cas à ce que la famille dise non, tu sais, reste encore, là, on est capable. Oui. Ouais. Ça, c'est absolument. Malheureusement, c'est du cas par cas, c'est ça? Oui, c'est du cas par cas. Puis c'est pour là aussi l'importance de faire les entrevues. Puis il y a 2 semaines aussi entre le délai, c'est ça. Le délai, justement, pour ces... puis il y a beaucoup de questionnements faits sur... justement pour s'assurer que la personne est prête. Puis, mais si c'est un appel à l'aide, je pense que s'il y a de l'aide à y avoir, ça va sortir immédiatement quand la nouvelle sort. Ouais. Fait que si c'est un appel à l'aide, à quelque part, ça marche aussi. C'est-à-dire que si le malade utilise un service qui est accessible comme appel à l'aide, il veut de l'aide. T'sais, fait que s'il dit « moi, je vais faire ça », puis il n'y a personne qui répond, ben il y a sa réponse dans le sens que tu peux bien m'en aller, nobody cares. Là. Mm-hmm. Mais si tout le monde insiste, non, fais pas ça tout de suite, puis reste, ben il va avoir eu ce qu'il a besoin, qui est quand même positif comme. Non, je comprends. Comme même si ça ne change pas sa décision. Oui, c'est ça. Puis vraiment en conclusion de ce segment, tu me disais que quand tu es arrivé à l'hôpital, là, le médecin t'avait averti de ne pas trop parler là, des circonstances ou pourquoi vous étiez là. Avez-vous senti d'opposition cette journée-là ou finalement ça... Non, vous avez été bien accompagné? On n'a pas senti d'opposition, mais je pense que c'est principalement parce que personne n'est au courant. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on était là. Okay. Puis quand il y a une chambre qui s'est libérée, on est tous rentrés dans la chambre, puis on a fermé la porte, puis that's it. Fait que le seul questionnement qu'on a eu, c'est « Qu'est-ce que vous faites ici? » Là. Fait que ça serait peut-être quelque chose à améliorer. T'sais. Si on aurait pu aller quelque part de plus accueillant, plus tranquille, mettons que c'est dans l'hôpital, parce que si mon père ne voulait pas le faire à la maison, il faut que ça soit fait à l'hôpital, mais peut-être dans une place spéciale de l'hôpital. Là, vous étiez dans un secteur de soins réguliers? Ah, oui. Même pas aux soins palliatifs? Non, c'était régulier, puis c'était... là, ça, c'est un petit peu une bémol sur ce que nous, on a vécu, que l'accueil... puis même la femme a dit, non, on n'a pas votre nom, on n'est pas rien retourné chez vous. OK. Fait que là, on a dit, bon, on va attendre le docteur, puis... c'est là que ton père commençait à être nerveux, j'imagine? Non, lui, c'est drôle. Dans tout ça, c'était lui... Tu parlais d'un problème technique ou... Lui, c'était le plus calme. OK. Lui, il était dans sa chaise roulante, puis il dit, bon, on va attendre. Puis nous autres, on freakait, là. Tu sais, nous autres, Il y a une charge émotive, là. Ben oui, là, tu sais, ma soeur puis ma copine, eux autres, qui capotaient, là, ils allaient voir les infirmières, puis il faut trouver une salle, il faut trouver une chambre, on peut pas le laisser dans le passage, tu sais, là. Puis, oui, mais pourquoi? Mais on peut pas te dire pourquoi, mais trouve-moi une chambre, tu sais, c'était... OK. Puis mon père, assis bien calme, il dit, non, il faut attendre toute la journée, on va attendre. On est ici, là. On est rendu. On est rendu, on va attendre. Finalement, ça a peut-être duré 10 minutes, ce tourbillon-là de malentendus ou de dysfonctionnalité, là, mais ça s'est rentré dans l'ordre. Ouais. Fait que ça conclut pas mal le segment de l'entrevue, quand même assez intéressante. Merci beaucoup, Roch. Le format de l'entrevue, là, il y a une petite section baguette magique là, en fin d'entrevue. Donc, tu as déjà répondu à la première question là, où je te permettais de changer quelque chose dans le système de santé avec un coup de baguette magique. Toi, tu augmenterais ou faciliterait l'accès à l'aide médicale à mourir. C'est bien ça? Mm-hmm. Pour les patients Alzheimer puis les affaires-là. Puis, quand moi, je reprends une baguette magique, là, je te laisse le choix de rencontrer n'importe qui dans le monde, là, vivant ou décédé, pour prendre là, on est tôt le matin, donc on prend un café. En fin de journée, ça pourrait être prendre un verre. Ce serait qui? Ah, ça serait mon père. Ouais, absolument. Ah, ouais. Tu sais, pour lui dire qu'est-ce qui est arrivé depuis 4 ans, puis comment est-ce que ça a l'air de l'autre bord, puis tu sais, là, définitivement, là, ça serait un café avec mon père que j'aimerais. Là. OK, là, ce serait pour jaser 5 minutes ou rouler 6 heures jusqu'au camp 6 heures jusqu'au camp de chasse, j'en aurais en masse à dire. Excellent choix. Puis, as-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme que tu aimerais nous présenter ou que tu supportes? J'en ai pas une spécifiquement. Moi, c'est tout ce qui touche c'est les enfants ou les mères monoparentales qui ont des enfants. C'est n'importe quelle fondation ou association qui protège les enfants.
j'ai une sensibilité pour ça, mais j'en ai pas une là, en particulier à promouvoir sur le site. Sur le site. Puis, aurais-tu un dernier conseil, une dernière pensée, là, spontanément, là, pour nos auditeurs, là, dans le contexte de l'aide médicale à mourir? Ah oui, profitez de la vie pendant que vous êtes en forme. C'est bon. Excellent. Oui. Merci beaucoup. Alors, ceci conclut mon entrevue avec M. Roch Viault, qui travaille en orthopédie pour la compagnie depuis Synthèse et qui a partagé généreusement avec nous son expérience vécue avec son père, qui a bénéficié de l'aide médicale à mourir il y a quelques années. Cet entretien fait partie d'une série sur l'aide médicale à mourir que je vous invite à écouter. Alors, Roch, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon retour à Montréal. Merci. On va se suivre parce que je quitte pour Montréal aussi dans quelques minutes pour le travail. Et j'invite donc les auditeurs à écouter les autres épisodes de la série sur l'aide médicale à mourir. Et si le cœur vous en dit, les autres épisodes du balado, vous pouvez visiter le site web baladosanté.ca ou BALADOSANTE.ca. Vous verrez sur le site web différentes sections, là, dont notamment la section baguette magique. Vous verrez avec qui mes invités aimeraient passer un moment pour prendre un café ou un verre. Il y a une belle galerie de photos. Vous pouvez également m'envoyer un courriel, suggérer des invités. Je vous invite à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.